Entrailles d'un taureau gigantesque, mouvement d'animaux disparus de longue date, comme un amas de fesses, des douzaines de petits citoyens réduits à des zéros, entrailles de viscères d'oiseaux, ô vie vivante plainte de l'amour, comme si pour rire des douzaines de petits citoyens gigotaient derrière la clôture. Indifférent, le pantin de la tour guette, indifférent, l'homme se ronge les sangs aux aciéries, comme si 1000 aiguilles alertes gardaient leur victime dans l'envie et lui enfonçaient soudain jusqu'à je ne sais où. Pitié, mort! Je me mets à genoux. Où donc est passé l'aveugle de la gare Mazaric? Où donc a-t-il bien pu passer? Il se tenait là, et lorsque soufflait le vent d'hiver, il bruissait du ventre à la tête, et parmi les pages feuilletait la neige. Les gens marchaient penchés en avant, et l'aveugle disputait son journal au vent comme un ventilateur qui déchiquette un calendrier. Mais les gens ne voyaient pas. Non, ils ne voyaient pas, ne voulaient pas voir. Il dépassait cette rotative humaine d'un œil décalé. Où donc a pu passer cet aveugle? Mais où donc est passé aussi le cul de jatte, la place Venceslas? Où est-il passé, lui? Il avait un jouet mécanique à la main qui le remontait et lançait en l'air et rattrapait dans ses bras grands ouverts. Il devait toujours faire quelques pas pour récupérer le jouet, comme s'il était enfoncé dans le sol jusqu'à la ceinture. Où donc a pu passer ce cul de jatte, aux jambes amputées au-dessus des genoux? Où est-il passé? Et la bonne femme, aux pieds écrabouillés de Saint-Gall, elle est où? Elle marchait, accroupie et à genoux, et sur les mollets, elle avait des bottes en caoutchouc. À l'envers, à la première neige, elle s'avançait à ma rencontre. Lorsque je la dépassais, selon les traces de pas, elle aurait dû aller avec moi. Elle s'éloignait, cependant, tout comme le progrès. Où donc est-elle passée? Où sont donc passés tous les estropiés? J'ai contemplé souvent une grande étoile, persuadé de regarder l'étoile du berger. Cependant, c'était la langue d'une lampe à acétylène, l'univers bleu languissant qui rougit par le fer. J'ai souvent ouvert la petite fenêtre, et oui, un homme se tenait là et serrait entre ses doigts l'étoile du matin. La bombe à acétylène enfantait des arbres de Noël à oxygène, et des hommes désespérés élevaient l'espérance maculée de boue vers les cintres du théâtre aérien. À part ça, apparemment, à Prague, on continue encore d'inventer la vie et de l'aimer. Même si le cerveau de papier d'étain enfante des images ratatinées et que le torse écrasé crache du malheur, est-ce encore bon quand l'homme quitte bouffe et caisse enregistreuse et s'en va vers la belle étoile dont les boucles rousses brûlent le visage, et quand le poète nourrit l'illusion que la poésie est la créatrice sanglante du monde et de l'art de tirer d'un mètre carré le monde entier. Mais lorsqu'il reste 100 jours, l'homme s'achète un mètre pliant en bois, et chaque jour il en coupe 1 centimètre, jusqu'à ce que le dernier change le tunnel en un afflux de blancheur, et l'homme ne cesse de naître. Et vous l'avez vu, monsieur? Comment donc? Il s'est effondré à mes pieds, et son œil s'égouttait sur son manteau. Et puis le lendemain, il avait valsé, et voilà. Eh oui, mais il avait une femme et des enfants, non? Eh bien, madame ira bosser, et pour les enfants, elle recevra des aides. Ça, ouais, mais après.
Camarades, contribuez chacun comme vous pouvez pour les survivants du travailleur volontaire. Ça peut arriver à tout le monde. Et casquette à la main, le mandataire passe dans la ruelle de l'autobus et les globules du plan quinquennal lancent dans la casquette, comme pour la musique, des pièces de 5 et de 10 et de 20 couronnes. Et puis, travailleurs, plus jamais vous n'aurez à mendier et collecter des dons pour les survivants. L'assurance nationale s'occupe de vous pour toute éventualité. Hé hé. Ainsi, Paul dit la Belle est également un cri qui met en lambeaux les écriteaux et les slogans à 3 couronnes 50 les 100 grammes. Et l'homme s'en retourne dans la tuyauterie du cœur et étudie la facture. Qu'est-ce qu'on paye et pourquoi on a tant payé? Car qui plonge ses doigts dans le travail fertile est sauvé à jamais. Car la vie est malheur et amour et fidélité aux beautés fracassantes du prix de sa propre vie, de tout gratuitement. Mais les journaux, à bonne distance, décrivent calligraphiquement comment l'ouvrier danse le kazatchok, alors que lui, grisâtre, émerge dans la cendre, crache du goudron et s'effondre sur son lit. L'acier assoiffé lui gicle à travers l'œil et s'en est fait de l'image de l'épouse. Les enfants, horrifiés, confient aux ténèbres que le corps de leur petit papa a tenté de partir avec des drôles de pas de danse. La fiancée gît sous la couette et dans le lit nuptial, on lui a fourré une petite vieille chauve et édentée. Mais c'est ça la vie, et la machine doit tourner. Le progrès mange des jeunes gens rôtis au four, et l'ambulance argentée est sous tension. La main écrabouillée désire tant revenir et recouvrer la forme qu'elle possédait. C'est ainsi que les contenus perdus aiment les formes, et vice-versa. Mais ce qu'exige l'époque, la laminerie le sait. C'est pourquoi tout son cœur au travail elle met. Le médecin en blouse blanche se lave les mains et demande « Vous êtes croyante, madame ? Alors croyez. Allez dire une prière, tirez à pile ou face, parce qu'en ce moment même, la science est à bout. » Et il se lave les mains sans un regard. Pourquoi se biler ? Il sait qu'en ce moment précis, ou dans une petite heure, au plus tard dans 2 jours, 2 semaines, 2 mois, le piège se refermera et la voiture percevra sa proie. Toujours quelques petits travailleurs confiants de sa pince happera mal le fil en feu, balancera mal l'acier assoiffé, et 10 mètres d'une courbe d'un beau rouge jailliront dans l'air noir. Et lorsque le nœud coulant s'abattra sur le cou, il poussera le petit travailleur volontaire à faire pour ses compagnons de fortune un petit numéro de danse, variation sur la statue de la Hokun, über die Grenze der Malerei, où la douleur créative maximale cherche le raccourci minimal du toucher. Et l'acier ardent, s'il n'a pas calciné le menton, grillera l'os des pommettes. S'il n'a pas brûlé à travers l'épaule, fera fondre les doigts. À la fin, la tête s'abaisse et les lèvres rôties se collent à l'éternité dans un baiser puant. Et par la clavicule calcinée, l'âme ouvre sa salle de torture. Et Paul dit la Belle en Grèce. Après quoi, les travailleurs affolés misent tout, rien que sur la vie. Ah ah. C'est pourquoi, à la fois, où je me suis rapporté une prothèse en train, je l'ai accrochée au-dessus d'un petit vieux. C'est pourquoi mon petit gars, qu'il dit « Bah, grand-père, je m'en vais à la brigade volontaire de Kladno, alors je vais encore m'acheter à Prague un bras artificiel, on sait jamais. » Et je me rapportais une prothèse en train, et je l'avais accrochée au-dessus du petit vieux. « Mon vieux monsieur, si quelque chose vous donnait des coups de pied, vous inquiétez pas, ce n'est que la fausse jambe, et même si elle tombait, elle tuerait personne, elle ne pèse que 20 kilos, que du nickel, que de la ferraille. » Et je me rapportais une prothèse en train, et elle se balançait de ci, de là, et puis le petit vieux a dit « Fichtre alors, elle m'en ferait de beaux bleus. » Et il se palpait la tête, tout effrayé. Après quoi, pour lui calmer les nerfs, je lui ai raconté comment 6 travailleurs volontaires avaient été tués au cours du mois de novembre. Il s'en passe de belles avec les gens de nos jours, répétait le petit vieux, et il n'arrête pas de loucher vers la prothèse dont l'avant-pied gigotait comme un ressort à côté de son oreille de papier. Je ne veux pas lire plus de 10 minutes, sinon ça fait trop long, de Baumil Rabal, La Grande Vie, poème 1949-1952.
traduit du tchèque par Jean-Gaspard Palenciak. Désolé pour la prononciation, c'est Jean-Gaspard passe par là. C'est aux éditions Ficile et ça se vend sur leur site. Bohumil Hrabal, maître éprouvé de la palabre bohémienne, est bien connu en France et largement ailleurs pour son œuvre de prose. Une trop bruyante solitude, des trains étroitement surveillés, moi qui ai servi le roi d'Angleterre, et pour sa manière hirsute, hérissée de gouailles virtuoses qui chantent et grincent comme font le rêve et le réel à l'endroit de leur frottement. Mais ce qu'on ignore généralement, c'est que ce fleuve puissant de prose prend sa source dans la poésie. Avant d'être un romancier universel, Hrabal est un poète, et un poète morave de surcroît, avec ce que cela suppose de terre et de suie sur les mains, sur la page, et ce poète, il l'est avant, pas seulement au sens chronologique, mais aussi au sens ontologique. La poésie est chez Hrabal l'origine de la parole comme celle de l'écriture. La plupart de ses récits les plus célèbres ont été écrits d'abord en vers, avant d'être remaniés en prose sur le tard pour satisfaire à des impératifs éditoriaux. Les poèmes donnés dans ce volume montrent donc le visage premier, non pas seulement le premier visage, de Bohumil Hrabal, un corps à corps de l'embouchure et de la source. C'est la page 4 de couverture du livre. En général, c'est toujours des textes nuls, de promotion, fades, tout ça. Et là, par contre, bravo, respect à l'éditeur ou au traducteur, si c'est lui qui a rédigé des choses très étranges dans ce livre, des poèmes qui se disposent, c'est deux poèmes indépendants qui s'en vont chacun comme ça sur une colonne de la page. Vous savez que c'est l'éditeur Ficile qui m'a envoyé ce livre. Je ne connaissais pas Hrabal, et l'idée comme ça de cette poésie, partout où on la prend, n'importe où, tout de suite je viens de voir encore passer le mot machine. Comme tombée de chez Ibsen, son butier flotte au vent, même nue elle serait vêtue. L'homme ivrogne pose sa tête sur le muret, de son visage piétiné fuse du jaune. On peut se remémorer les exécutions par l'épée. Un autre monde est en train de naître, pour lequel je suis perdu. Vous voyez la densité. La machine lui a arraché ses habits, émietté les yeux et la bouche, et solennellement entortillé les entrailles autour des jantes comme des rubans. Il y a une phrase, vous voyez, la dernière phrase, c'est très beau. Qui sait ? Point d'interrogation. Qui sait ? Point d'interrogation. Alors, vous savez que ce livre, quand je l'ai reçu, donc dans le service de presse, j'avais dit, il faut que ça reparte vers un poète. Après, je me suis confié au tirage au sort, et c'est un blogueur qui met des vidéos sur YouTube, en général vers 3h, 4h du matin, et son nom de blogueur, son nom sur YouTube, c'est Dernier Endormi. Donc c'est Dernier Endormi, je sais qu'il habite à Lyon, une fois on s'est retrouvés à la Part-Dieu, on a passé 40 minutes ensemble avec une bière. C'est toi, Dernier Endormi, qui va recevoir ce livre. J'espère pas l'avoir trop abîmé, mais je pouvais pas l'envoyer sans le lire, et de l'enregistrer, comme ça me fera un souvenir. Merci à tous. Bohumil Hrabal, faites l'effort d'aller voir. Si vous êtes bibliothécaire et tout ça, faites marcher la machine à vendre. On n'a pas ça tous les jours à se mettre sous la dent.